Merci de monter à bord et d'écouter Sounds Like Portraits. Bienvenue dans mes conversations avec des humains créatifs. C'est Philippe Ingard. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast. Merci. Frenchmorning.com, la première newsletter francophone pour l'Amérique du Nord, est le partenaire média de Sounds Like Portraits. Pour ce 120e épisode, je reçois le designer Patrick Lequaimont. De 1987 à 2009, il a marqué de son empreinte les lignes de nombreux modèles du constructeur Renault, mais aussi tout le processus de conception des voitures de la marque. Parce que Patrick est un designer stratège. Il n'a pas seulement de l'imagination, il a aussi une vision. Il a imposé la place du design chez Renault, non pas pour le plaisir de dominer, mais pour promouvoir une conversation pluridisciplinaire avec les autres corps de métier. C'est ainsi que les Renault sont devenus plus émotionnels, plus belles et plus faciles à vivre, comme la Twingo 1, la Scénic, l'Espace ou la Vantime, et Renault a retrouvé le goût de plaire et le succès, et non plus seulement celui de ne pas déplaire, ce qui l'avait amené au bord de la faillite. Mais tout en étant fin stratège, Patrick sait que derrière un volant, il reste le passager de ses rêves d'enfant. Alors comment une marque peut-elle redevenir créative et surtout le rester? C'est la question de la semaine. Écoutez la réponse de Patrick, mais pour commencer, il m'a parlé de ce que toute sa vie, il a toujours cherché. Toute ma vie, j'ai cherché à me développer en tant que créatif. Je ne suis pas le genre à démonter les fusils dans le noir et les remonter, Dieu merci. Mais par contre, j'ai toujours aimé comprendre comment les choses marchaient. Et puis, je crois que j'ai aussi été toujours fasciné par ce que pensaient ce qui deviendra pour moi les clients, avec cette idée d'ailleurs qui était qu'il n'était pas tellement important d'aller écouter à travers des recherches de marché, par exemple, ce que voulaient les clients, mais il fallait surtout observer les clients. Ce que je note, c'est que sans peut-être en avoir conscience, vous vous êtes intéressé à la fonction en faisant le rapport avec la forme. Vous vous êtes intéressé à comment marchaient les choses et quelle forme, quelle apparence elles pouvaient prendre. Absolument, et en ce sens, je me sens vraiment comme étant un designer. Et d'ailleurs, je n'ai pas choisi par hasard l'école où j'ai fait mes études. Je suis allé dans une école en Grande-Bretagne où c'était les 2 dernières années d'un grand maître du Bauhaus qui s'appelait Naum Slatsky, qui avait été lui-même professeur au Bauhaus alors qu'il n'avait que 23 ans. Et pour moi, le Bauhaus, ça a été la grande école, bien sûr, du XXe siècle, mais je me sentais très proche de leur réflexion. Et donc, j'ai toujours associé la notion de la forme et de l'émotion. La forme suit la fonction, mais aussi la forme suit l'émotion. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de développer tout au long de ma vie de créatif. Encore aujourd'hui, je continue dans cette démarche. Est-ce que vous vous souvenez de vos premiers dessins? Est-ce que c'était des dessins de voitures? Absolument. J'ai toujours été intéressé par tout ce qui était mobile. L'automobile, cela va de soi, mais aussi les locomotives, les avions, avec clairement beaucoup plus d'automobiles qu'autre chose. Et qu'est-ce que ça représentait pour vous l'automobile? C'était l'ailleurs, ça représentait quoi pour vous? La notion de la liberté, je crois que c'est ça qui domine, c'est le fait que l'on peut choisir de changer d'avis, et ça c'est l'être humain, c'est d'aller vers un endroit, puis changer de cap, aller vers un autre, puis revenir. Cela représentait le symbole même de la liberté. À l'époque où vous avez choisi d'être designer, vous êtes allé faire cette école à Birmingham en Angleterre, il y avait beaucoup moins de designers qu'aujourd'hui. Vous n'aviez pas la crainte de vous engager dans des études avec finalement très peu d'offres à l'époque, moins qu'aujourd'hui. Clairement, l'automobile était pour moi la cible, l'objectif numéro un. Mais si je n'étais pas arrivé à rentrer dans l'automobile,
j'aurais commencé par autre chose, quitte à chaque fois à revenir, hein, parce que je suis relativement tenace, pour, pour revenir vers ce premier objectif. Mais vous avez tout à fait raison de dire qu'à l'époque, quand on regarde le nombre de personnes qui travaillaient dans ce qui s'appelait à l'époque les bureaux de style, vous aviez 4-5 personnes. Alors que moi, quand j'ai quitté mon dernier grand poste, nous étions proches de 400. Il y avait 140 designers, alors que dans une entreprise comme Renault, ils étaient deux. À un certain moment, ils ont dit une seule personne. Donc, et c'était la même chose de partout, en dehors des États-Unis qui, déjà dans l'avant-guerre, avaient et plus particulièrement, je pense à General Motors, leur centre de design Art and Color. La grande différence avec l'Europe, c'est que le bureau de style, c'était vraiment de toutes petites activités qui étaient d'ailleurs rattachées au bureau d'études, en fait. Donc oui, je savais qu'il y avait un grand risque, mais j'ai pris le risque, quoi. Je veux dire, j'étais convaincu que j'allais y arriver éventuellement, quoi. Vous évoquez le design et le design américain notamment. Parlez-moi de votre rencontre avec Raymond Loewy. Oui, alors, oui et non, parce que clairement, Raymond Loewy, grande figure du design, il faut savoir que dans l'école où j'ai étudié, au Birmingham College of Art, bon, ça aujourd'hui s'appelle Birmingham City University, mais à l'époque, Naum Slatsky, l'ancien du Bauhaus, était totalement opposé au style. Et ne serait-ce que de mentionner le nom Raymond Loewy, on était condamné à aller rincer sa bouche pour revenir. Et il ne fallait surtout pas le mentionner, quoi. Donc pour Naum Slatsky, Raymond Loewy, c'était le styliste, c'était l'homme, le mercantile, l'homme qui était dans les affaires et qui, en fait, ne représentait pas le vrai design. Juste Oui, pour comprendre, la critique venait du fait que Loewy était considéré comme un habilleur comme un qui, habilleur, exactement. On était dans la mode, on n'était pas nécessairement à chercher de véritables solutions qui apportent un progrès pour l'homme. C'était en fait un intermédiaire du commerce qui allait rendre une prestation plus agréable à l'œil, sans toutefois nécessairement apporter un plus fonctionnel. parce que dans le design, il y a l'idée d'une vérité entre l'intérieur, disons, et l'extérieur, entre ce qu'on ne voit pas et ce qu'on voit. Or, quand on dit habilleur, ça veut dire qu'on cache quelque chose. Voilà, tout à fait, qui parfois dans le contexte américain se traduisait par des automobiles pendant de très nombreuses années, jusque dans les années, allez, on va dire 80, par les voitures qui, d'un point de vue mécanique, d'un point de vue technologie, étaient vraiment réduites à des choses tout à fait primitives en comparaison avec ce que les Européens fabriquaient de leur côté. Alors, Raymond Loewy, il s'avère que j'ai fait mes études en Grande-Bretagne à partir de l'âge de 12 ans, et chaque fois que je me rendais en Grande-Bretagne, je venais de Marseille, j'avais un arrêt à Paris, une famille qui était des amis, et qui était merveilleux parce qu'en plus de ça, ils avaient des automobiles remarquables. Lui était un grand amateur de Bristol, et Madame de MG, le fils avait aussi une MG. Ah bon, il y avait une voiture tout à fait intéressante. Lorsque j'ai été diplômé, c'était en fait mon dernier voyage, et je le faisais à l'époque en train, hein, c'était de Waterloo Station, Douvres, etc. Bon, Calais et la gare du Nord, on venait me chercher. Et pour cette dernière étape, le docteur Troncin, puisque c'était son nom, m'avait organisé un cocktail le deuxième jour où serait présent, en effet, Raymond Loewy. Et il s'avère que dans cette soirée très parisienne, oui, j'ai rencontré Raymond Loewy, mais j'ai aussi rencontré une très jolie fille. Et quand elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais, j'étais tout fier de lui dire, en utilisant le terme de l'époque, je suis un esthéticien industriel. Et en fait, à un certain moment, j'ai compris qu'elle n'avait pas du tout saisi quel était mon métier. Je crois qu'elle pensait que je devais être un genre de coiffeur qui travaillait sur une chaîne de montage. Mais dans la soirée, j'ai rencontré Raymond Loewy, qui m'a d'ailleurs donné une carte de visite, et je suis allé être interviewé par son directeur de l'agence, qui était Eva Hent.
Et en fait, comme c'était le cas à l'époque, ils offraient des salaires absolument misérables pour ceux qui sortaient de l'école. Et en fait, il y avait un dilemme, il fallait savoir choisir entre se nourrir ou se loger. Moi, de mon côté, je venais d'une famille avec... mon père était décédé quand j'étais tout jeune, ma mère avait beaucoup dépensé pour mon éducation et je n'avais pas vraiment envie de lui demander de continuer à me payer ma vie, mon début de carrière. Et donc, je suis allé faire deux ou trois autres interviews et j'ai été interviewé chez Simca. Et le choix a été très facile parce que Simca, il m'offrait un salaire qui me permettait à la fois de me nourrir, mais aussi de me loger. Mais j'ai eu quand même ce contact avec Raymond Leuil, qui était quand même un grand bonhomme. De très nombreuses années plus tard, j'ai été choisi par la fondation Raymond Leuil pour être le designer de l'année. Et c'était bon, je me suis dit que mon ancien professeur Namslavski a dû se retourner dans sa tombe, puisque en effet, j'ai reçu ce prix de la Fondation Raymond Loewy. Si on continue dans le début de votre carrière, vous avez donc commencé chez Simca, ensuite vous avez travaillé chez Ford, ensuite vous avez travaillé pour le groupe Volkswagen et surtout vous avez travaillé chez Renault à partir de 1987. Qu'est-ce qui vous a convaincu finalement de partir du groupe Volkswagen qui avait, j'imagine, un large éventail de possibilités pour aller à la Régie nationale en 1987? Qu'est-ce qui vous a attiré chez Renault? Le choix de Renault, il s'est fait de façon très simple. J'aurais difficulté à vous expliquer pourquoi. Je pense que tout simplement, quand j'étais gosse, j'avais donc des frères et sœurs, nous étions 5 enfants dans la famille, et il s'avère que moi j'avais choisi Renault comme marque parce que nous comptabilisions les voitures que l'on rencontrait, c'était à l'époque où la circulation n'est certainement pas comparable à aujourd'hui. Eh bien, moi, j'avais choisi Renault parce que j'aimais les Renault. Expliquez-moi, Et vous aviez choisi Renault, c'est-à-dire alors, quel était le jeu entre vous et vos frères et sœurs? chacun d'entre nous avions choisi une marque. Donc, j'avais une sœur qui avait choisi Panhard, une autre Citroën, voilà. Et donc, chacun avait sa marque. Et ma marque, c'était Renault. Et je suis resté absolument, comment dirais-je, je suis resté fasciné par cette marque pour de nombreuses raisons et on va y venir, mais j'ai toujours voulu travailler chez Renault. Et au tout début, quand j'ai été diplômé, bien sûr que j'ai écrit, ça a été la première lettre, j'ai envoyé une lettre à Renault. Sachez que j'ai en fait postulé 11 fois chez Renault dans ces nombreuses années. Et en fait, c'est quand j'ai complètement abandonné que on est venu me chercher. C'est une belle leçon de vie, ça. Quand on Oui. lâche, les choses arrivent. En fait, j'avais passé 17 ans, merveilleuses années chez Ford, où j'avais travaillé en Grande-Bretagne, en Allemagne. J'étais revenu en Angleterre, et puis de nouveau en Allemagne, aux États-Unis, etc. Et puis à un certain moment, j'ai été contacté par le président de Volkswagen Audi, du groupe. Il y avait à l'époque un groupe qui était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui, Volkswagen, la marque, Audi et Seat, c'est tout. Dans chacune de ces marques, il y avait un dirigeant. Et la proposition qui m'était formulée, c'est que après 2 ans de mieux connaître l'entreprise et les différents patrons, entre autres le Dr Piech de chez Audi, que j'allais être nommé le tout premier dirigeant du design du groupe. Voilà. Le tout premier, ça veut dire qu'il crée pour vous un poste qui n'existait pas. Un poste qui n'existait pas, absolument. Et puis, voilà, à un moment, j'ai été contacté par Renault. À l'époque, le directeur du style de Renault, Gaston Juchet, a eu des problèmes de santé et il a demandé de faire valoir ses droits à la retraite. Et au sein de l'entreprise, la direction du style, qui dépendait de l'ingénierie, avait eu cette idée que ça serait bien de mettre à la tête de la direction du style un polytechnicien. Bon, polytechnicien, dont on dit, vous savez,
Un polytechnicien, il sait tout et rien d'autre. Et il y avait un polytechnicien, en effet, qui savait faire des caricatures. Et en plus de ça, son père avait été galeriste, qui, à l'évidence même, lui permettait de devenir directeur du style d'une grande marque. Or, il s'avère que les directeurs au sein de la direction du style, ayant appris cette histoire, ont été vent debout, ont dit non, c'est hors de question. Nous n'acceptons pas que ce personnage devienne le directeur du style. OK, on accepte individuellement que clairement vous êtes arrivé à la conclusion qu'aucun d'entre nous est à même de pouvoir remplacer Gaston Juchet. Mais si c'est le cas, à ce moment-là, partez, allez à l'extérieur et allez chercher un vrai professionnel de l'automobile, comme par exemple Patrick Lequément. Et donc le nom a été introduit de cette façon et le nom a fait son chemin, a été remonté au président Lévy, et le président Lévy a dit bon, ben, moi je veux le rencontrer. Donc, il est organisé, une réunion est organisée, et je me retrouve un jour dans l'appartement où habitait Monsieur Lévy, puisqu'il avait été convenu que nous ne pouvions pas, je ne pouvais pas me permettre d'aller au siège parce que je pourrais être reconnu, quoi, voilà, donc, clairement. Et donc, je me suis retrouvé chez lui avec ce monsieur, lui aussi d'ailleurs polytechnicien, qui était redouté au sein de l'entreprise. Il terrorisait beaucoup de gens. Et j'ai eu tout de suite un merveilleux contact avec ce personnage, qui avait un sens de l'humour remarquable. Et il me dit, moi, je ne connais rien au design. Ou je connais rien. En fait, je me rappelle, je suis allé à la foire de Paris, on a acheté une balayette de toilette, et on m'a dit qu'elle était très design. Alors, il y a eu un genre de petit silence, et puis un sourire. Et j'ai compris que nous allions nous comprendre. Voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré Raymond Lévy. Quelle est la demande de Lévy? Quelle est sa demande professionnelle, en dehors du fait qu'il y a une sympathie entre vous et que les choses vont pouvoir se passer bien? En effet, Raymond Lévy me disait qu'il ne connaissait rien au design. Attention, d'entrée de jeu, j'ai parlé design, je n'ai pas parlé de style. Donc ça, c'était important. Et d'ailleurs, ça faisait partie des choses que je souhaitais, un changement d'appellation, premièrement. Deuxièmement, le fait que cette nouvelle direction ne dépendrait pas du bureau d'études comme aujourd'hui, mais dépendrait de la direction générale. Donc, c'est une façon de maintenir une espèce d'espace protégé dans l'entreprise, alors que le département du style, c'est un département qui est soumis à des influences qui finalement le dénaturent un peu. Tout à fait. Et puis, il faut quand même aussi le mettre dans le contexte. Un des grands patrons du bureau d'études de Renault avait dit, alors que une question lui était posée, c'est quoi la mission du style? Il a dit, la mission du style, c'est d'habiller le bossu. Donc ça positionne bien exactement ce quoi, au sein de l'entreprise, on imaginait ce que devait être ce rôle. Mais important de répondre à cette question qui est la vôtre, c'est je suis rentré pour quoi faire? Quelle était la demande de Raymond Lévy? Raymond Lévy, il faut quand même se rappeler, il rentre dans l'entreprise n'ayant pas une expérience automobile. Il remplace son ami qui avait été assassiné, M. Bess, Georges Bess. Georges Bess, et il veut d'abord continuer, poursuivre la même mission de Georges Bess, qui était de sauver l'entreprise, qui avait la fâcheuse tendance de ne pas regarder nécessairement si tel produit était, comment dirais-je, était rentable. Je dois dire que ça a été un choc pour moi par rapport à mes expériences passées. Oui, bien sûr, par rapport à Volkswagen Audi, mais surtout par rapport à Ford, qui était très orienté rentabilité. Raymond Lévy, c'est pas un grand patron du produit, une personne dont on dit dans la langue anglo-saxonne having gasoline in your blood. Donc très loin de ça, il n'a pas de l'essence dans ses veines. Mais par contre, il a compris beaucoup de choses. Et la demande qui m'est formulée, il me dit je vous laisserai carte blanche, mais ce que je souhaite, c'est que Renault change et que Renault revienne là où elle a tellement marqué l'histoire de l'automobile,
c'est dans sa capacité à développer des produits qui devancent ou répondent parfaitement aux évolutions socioculturelles, comme ce fut le cas avec de nombreux véhicules, la R4, la 4L, première voiture avec un haillon, mais avec à la fois la 4L, mais surtout la Renault 16, on arrive à cette notion de la voiture qui est dessinée de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'on pense à ce qui se passe à l'intérieur, comment on va loger les gens, on pense à la façon dont les gens vivent, le fait qu'il faut une modularité pour offrir un véhicule vivant. C'est vraiment cette notion d'adaptabilité. Donc, la Renault 16, puis il y a la Renault 5, qui, entre autres, est la première voiture à avoir des boucliers en plastique, qui devient le standard automobile. La prochaine voiture après la Renault 5, qui adopte ce concept, c'est la grande Mercedes S de Bruno Sacco. Et ça se passe 5 ans plus tard. Donc, Renault 5. Et puis, on continue. Alors, on continue avec bien sûr, la 25, mais surtout l'espace. Voilà, donc une marque automobile très riche en nouveaux concepts, beaucoup plus riche que toute autre marque. Je le fais sans, comment dirais-je, sans avoir un point de vue biaisé. Si on regarde les autres marques, prenons Volkswagen, Volkswagen, il y a la Cox, bien sûr, il y a le transporteur, et puis beaucoup plus tard, il y a la première Golf. Mais ce n'est pas une entreprise qui a été très orientée concept. Quand vous parlez d'innovation, de nouveauté conceptuelle, quand il s'agit du concept, ça veut dire que ce n'est pas seulement un modèle qui est nouveau, mais que ça ouvre une catégorie de voitures. C'est ça qu'il faut comprendre. Absolument. C'est-à-dire que l'innovation va répondre à des attentes, l'attente du grand public, va devancer les appels dans ce sens. Et c'est exactement ce qui se passe avec chacune des voitures que je viens de citer. On prend la Renault 4. Alors c'est intéressant, il y a Citroën qui sort sa 2 chevaux, qui est tout à fait remarquable, plutôt, qui est aussi un véhicule brillant. Il n'empêche qu'il ne pense pas à cette notion du haillon, alors que le haillon, ça rend le véhicule tellement plus polyvalent pour pouvoir mettre des choses à l'intérieur. Et ça, c'est la voiture qui est adoptée par les agriculteurs français, par nos paysans, qui arrivent de cette façon, parfois à rouler avec le haillon ouvert, mais à mettre je ne sais combien de sacs de patates, etc. Donc voilà, moi, je dois dire que je suis fasciné, j'ai toujours été fasciné par ce côté-là, et j'ai essayé dans ma carrière d'aller dans ce sens, de poursuivre cette genre de mission, de répondre aux vraies attentes ou devancer les attentes des clients. Je reviens aux attentes de Raymond Lévy quand il vous embauche chez Renault. L'innovation conceptuelle, elle est dans la voiture, elle est aussi liée à une certaine souplesse, si on peut dire, dans le management, dans le processus de production. Est-ce que vous avez abordé ces questions avec lui? Est-ce qu'il a abordé ces questions avec vous plutôt? Il m'a donné donc cette mission très claire. Voilà ce que je souhaite que vous fassiez. Et à partir de là, je vous laisse carte blanche. Je vous laisse carte blanche pour vous organiser de la façon que vous souhaitez. Si votre équipe, vous pensez qu'elle n'est pas à même de pouvoir répondre à cette attente, à vous de la changer. Je vous donnerai les moyens, je vous donnerai, vraiment, je vais tout faire pour que vous puissiez réussir cette mission et entre autres, l'accord que je ne dépendrai plus du directeur du bureau d'études, mais du directeur technique. Donc tout d'un coup, le design dépend de la direction générale. C'est ça que vous avez acquis dès que vous rentrez chez Renault. Là, c'est ça, sachant que bon, par la suite, je suis même un point plus loin puisque je suis rattaché au président, mais ça, c'est le mouvement le plus important. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire tout simplement que la direction du design fait partie de toutes les grandes réunions et donc est à même de pouvoir répondre, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir proposer. Bien, ça veut dire que le design, il est impliqué depuis non pas le premier coup de crayon, mais là où on commence à concevoir, à imaginer. Il n'est plus sollicité alors que tout est déjà décidé et faites-moi un bel habillage. Voilà, c'est ça la grande différence. Mais Voilà. ça change beaucoup de choses. Parce que pourquoi?
Parce qu'il y a à la fois le fait que le design joue un rôle stratégique, il est impliqué d'entrée de jeu, il est à même de pouvoir faire des propositions de nouvelles orientations, de nouveaux concepts. Et puis, chose très importante, et qu'il le deviendra, et ça sera très visible au sein de l'entreprise, c'est que petit à petit, il s'implique au suivi de ce produit tout au long de son développement dans l'usine, et il va aussi avoir un rôle pour accepter ou refuser les pièces qui sont réalisées par les fournisseurs. Et donc, on a la montée en puissance d'une activité qui s'appelle la qualité perçue, l'action de la qualité perçue au sein du design, donc ça vient plus tard. Et c'est donc, en effet, c'est ça, cette notion de la stratégie, jusqu'à s'assurer que les pièces sont conformes. Et ça va jusqu'à même aller faire une visite au sein d'une usine impromptue et d'aller faire des checks sur les pièces qui sont rentrées pour voir si elles continuent à être conformes et s'il n'y a pas eu, par exemple, des usures d'outillage qui font que les pièces ont perdu du grain, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment le moindre détail. Ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'en faisant comme ça, en intégrant le design dans la stratégie même de l'entreprise, c'est comme si vous intégriez l'expérience du client au tout début, de façon à ne pas oublier, comment dire, le dernier maillon, qui est le maillon qui fait vivre la chaîne, en fait. Oui, mais il est certain que la direction du produit, elle aussi, on peut dire elle fait ça. Je ne veux pas dire qu'elle est censée faire ça, elle fait ça. La grande différence, je crois, c'est que nous avons des yeux différents. Mais nous, de notre côté, on a un ressenti qui est peut-être un peu plus émotionnel, qui est celui d'aller observer le client pour essayer d'imaginer ce qui pourrait lui faire plaisir, plutôt que de regarder 10% aiment ceci, etc. Ma citation favorite, c'est celle de David Ogilvy, grand publicitaire britannique de Ogilvy Mathers, qui disait que la plupart des entreprises utilisent les recherches de marché comme un ivrogne utilise un lampadaire, beaucoup plus comme soutien, comme support, que comme éclairage. Et je crois que c'est très vrai. Et nous, notre démarche en tant que designer, bien sûr qu'on va regarder toutes ces statistiques, mais on veut les sentir. On veut, on veut aller voir comment les gens fonctionnent on faisait ça, aller voir dans les supermarchés comment les gens stockaient les coffres de leur voiture. C'est là où je parlais de l'expérience client. C'est là où Oui, justement ça résonne avec le client de façon tout beaucoup à plus fait. concrète que des chiffres qui Voilà, restent tout à abstraits. fait. C'est bien ça, exactement. J'aimerais revenir sur ce moment où vous entrez chez Renault et on voit dans quel état d'esprit vous entrez. Mais je voudrais savoir comment est-ce que vous prenez vos marques chez Renault, c'est-à-dire comment est-ce que vous faites, même si vous connaissez très bien la marque, comment est-ce que, en tant que professionnel, vous analysez l'ADN de Renault? Par quels indices, par quels signes, comment est-ce que vous vous repérez quand vous arrivez chez Renault alors que vous venez d'une autre marque pour vous dire ça c'est clé, ça aussi, ça c'est moins essentiel et c'est avec ces clés-là que je vais faire évoluer la marque. La meilleure façon de comprendre l'ADN d'une marque, c'est en effet de comprendre son histoire, d'essayer de la vivre en lisant, en parlant à des gens. C'est aussi de poser les questions, quelles sont les valeurs de l'entreprise et d'aller écouter ce que certains des grands de cette entreprise ont dit, vous disent. C'est vrai que même aujourd'hui, dans un domaine autre, c'est ce que je fais. Quand je rentre dans une entreprise et qu'on me demande une prestation, la première chose que je fais, c'est de poser la question, quelles sont vos valeurs? La porte d'entrée, ce sont les valeurs. Donc, je rentre dans une entreprise avec une chance énorme. Le directeur du style de l'époque, Gaston Juchet, m'a organisé un genre de passage en sifflet. J'arrive dans l'entreprise en septembre et il part à la retraite à la fin de décembre. Et donc, j'ai quelques mois devant moi pour aller rencontrer plein de gens, aller sur le terrain, comprendre son organisation. Et ça a été une chance remarquable.
Ça arrive tellement rarement, c'est presque inédit. Et ça, je crois que c'est une des clés. Ce que je remarque, c'est que vous qui êtes designer, et je m'attendais à ce que vous me disiez, c'est telle ligne visuelle de tel modèle, c'est au contraire l'écoute qui va vous donner l'ADN Complètement. du design de chez Renault. Absolument, absolument. Les lignes, honnêtement, pour moi, ça venait plus tard. Ce qui était important, c'est de comprendre l'essentiel. Et c'est aussi d'aller sur le terrain, d'aller comprendre. Par exemple, il s'avère que l'équipe en place avait été brisée moralement de par le fait qu'ils étaient passés à travers une période où l'entreprise sollicitait des consultants externes pour faire des propositions et que, on peut dire qu'à chaque fois, les propositions faites en interne étaient reléguées sur le côté. Il y a même eu cette histoire d'un directeur du produit bien connu de Renault qui avait tendance à toujours arriver en retard dans des réunions. Il arrive dans cette réunion, elle a déjà démarré, pose une question, où est la maquette du maestro, le maestro étant Giugiaro. Et donc, ce designer, Jacques Nochet, dit, ah ben c'est celle-là. Le directeur du produit, ah ben oui, non, mais j'aurais même pas me poser cette question, c'est tellement évident, l'élégance, les proportions, etc. Et Jacques Nochet lui dit, en fait, non, je m'excuse, je me suis trompé. Ça, c'est la nôtre. Celle du maestro, c'est celle d'après. Voilà. C'était un petit peu comme ça que ça se passait. Et donc, on a une équipe totalement démoralisée. Et donc, une des décisions que je prends d'entrée de jeu, et je le dis à l'entreprise, je vais arrêter tous les consultants. Je ne vais plus faire travailler des consultants. La valeur, ça se trouve chez nous. Nous allons monter en puissance, nous allons embaucher, on va s'internationaliser, mais ça va se faire chez nous. Et j'imagine qu'en termes humains, ça se traduit en termes de confiance. Complètement. Moi, j'ai toujours été orienté vers la construction d'une équipe, de m'assurer que j'étais entouré avec des gens qui se sentaient totalement mobilisés. Et j'ai eu en face de moi des gens qui avaient vraiment vécu des périodes très difficiles. Il faut savoir que cette équipe avait dû accepter des produits tels que la R9, la R11, la Renault 21, qui étaient des sommités de la médiocrité totale, quoi. Je veux dire, d'un point de vue concept, ce n'était absolument pas à la hauteur de ce que du grand Renault que j'évoquais plus tôt. Et le président Lévy en était totalement conscient, hein, et clairement, ce n'est pas du tout ce qu'il souhaitait voir dans la suite du développement de l'histoire de Renault. Quand vous arrivez chez Renault, il y a évidemment des projets qui vous ont précédé, et notamment une maquette de Jean-Pierre Ploué. Racontez-moi cette histoire parce que c'est l'histoire de la Twingo et c'est l'histoire d'un projet extraordinaire et d'une voiture, une toute petite voiture qui a une bouille craquante et que vous allez porter. Alors en fait, avant de partir à la retraite, Gaston Fuchet me donne deux clés. Il me dit, voilà, c'est des clés de garage en région parisienne où nous avons stocké deux maquettes d'un projet que nous avons présenté à M. Bess, mais qu'il a refusé parce que la voiture n'était pas rentable. Et dès que Gaston Juchet est parti, j'ai fait rapatrier les voitures. Alors, il y avait une maquette de Marcello Gandini qui était une genre de véhicule avec un style très marqué par l'esprit Lamborghini, totalement inadapté au sujet. Et puis, il y avait cette petite voiture qui était un monocore avec un aspect à l'avant qui n'était pas du tout sympathique, qui était même pas neutre, elle était un peu renfrognée, quoi, comme si le designer en question, et on parle du grand Jean-Pierre Ploué, qui Dieu sait combien il a beaucoup de talent, c'est un petit peu comme à un certain moment, on lui a dit, bon, écoute, cette voiture, elle a un petit danger quand même, c'est qu'elle va devenir, elle va perdre toutes ses qualités d'agressivité, je m'impose, etc. Et donc, il avait fait un avant qui était, bon, qui était vraiment pas réussi. Et en plus de ça, la voiture, elle était un peu petite. Mais il n'empêche que moi, j'étais convaincu, en regardant cette voiture, l'autre, donc je l'ai mis de côté, que cette voiture avait un très fort potentiel et que dans la continuité de l'échange avec Raymond Lévy, il fallait absolument que je lui montre cette voiture. Qu'est-ce qui vous a fait penser que cette voiture avait un potentiel? Après tout,
le gabarit est petit, la bouille est assez moche, et vous vous dites quand même, il y a quelque chose à creuser. Parce que c'était une voiture qui, malgré sa taille, puisque moi je l'ai fait grossir, hein, clairement, mais malgré sa taille, dégageait une impression d'habitabilité. On avait vraiment l'impression que la voiture avait été conçue de l'intérieur vers l'extérieur. Deuxièmement, elle représentait une spécificité qui, à l'époque, était vraiment dans tous les esprits comme étant l'esprit de la modernité. C'était une voiture monocore, c'est-à-dire un seul volume. Et puis, globalement, elle était compacte et je me suis dit, on est dans l'esprit de la Renault 5, on est vraiment dans un... Et je trouvais que la voiture, elle était intelligente. Ça Et veut donc, dire quoi, intelligent? Parce que c'était le slogan de Volkswagen, ça, la voiture intelligente, ou non, c'était l'intelligence automobile, leur slogan. oui, j'ai toujours considéré que le design français, c'est un design avec un esprit, parfois d'ailleurs espiègle. C'est la recherche de la légèreté, c'est l'esprit Gustave Eiffel, c'est l'esprit Gabriel Voisin, c'est l'esprit bon, de Lefebvre, etc., de grands ingénieurs qui utilisent vraiment leur cerveau pour arriver à des solutions qui ne sont pas tout simplement une déclinaison de ce qui a déjà été fait par quelqu'un d'autre. Ils utilisent leur matière cérébrale pour arriver à une meilleure solution, plus légère, plus... voilà, donc c'est vraiment cette recherche à chaque fois de ne pas rentrer dans des automatismes, mais d'essayer de trouver un esprit. Pour moi, c'est ça le French Touch, quoi. Vraiment, ça va au-delà purement de l'esprit de mode ou ces choses comme ça. Pour moi, c'était une voiture qui exprimait tout ça. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que l'on montre cette voiture au président Lévy, qui ne l'avait pas vue, puisqu'elle avait été mise de côté à l'époque de Georges Bess, hein, l'ancien président. Je me mets d'accord avec le directeur du produit de l'époque, Jacques Chénis. Nous organisons une présentation au président Lévy où on lui montre les maquettes, on lui montre les deux. Et en fait, je dois dire qu'il nous fait confiance. Il y a un petit échange entre nous et clairement, il a compris que la voiture, elle représentait vraiment un pas en avant par rapport à l'échange que nous avions eu au moment où je suis rentré dans l'entreprise. Donc là, je suis très clair sur le fait que cette voiture, pour moi, ça pourrait être un pas décisif pour positionner une nouvelle pierre blanche de l'automobile Renault. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour le convaincre? C'est pas à cette réunion que ça se passe. Cette première réunion, c'est juste pour solliciter son aide dans une période où Renault était en très mauvais état. Moi, je suis rentré dans une entreprise qui était en faillite. Hein, on était proche de la faillite. C'était de consacrer une équipe pour travailler, pour essayer de surmonter le handicap qui avait été celui qui avait condamné ce modèle lors du dernier passage devant Georges Bess. Il donne son accord, une équipe est créée où on met de très très bons ingénieurs et moi j'ai fait évoluer la voiture, elle est devenue un peu plus large, un peu plus haute et une chose sur laquelle moi j'insistais énormément, c'est qu'il fallait vraiment que les roues soient aux quatre coins et extériorisées pour dégager une impression de stabilité alors que c'était une faiblesse de Renault. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire? Parce que pour quelqu'un qui n'est pas Oui, un bagnolard, dire que les roues sont aux quatre coins, ça paraît un peu curieux, même ok. de les envisager ailleurs. C'est en fait de réduire les porte-à-faux, donc la partie de la carrosserie qui dépasse et à l'avant et à l'arrière, que les roues soient le plus extériorisées, parce qu'à ce moment-là, quand on regarde la voiture, elle dégage une impression d'être stable, d'être bien posée sur ses roues, alors que les Renault en général avaient cette grande faiblesse d'avoir des roues qui étaient beaucoup plus intériorisées par rapport aux Allemands, ne serait-ce que les Allemands. Quand Volkswagen a fait sa Golf, ça a été une des choses absolument remarquables. On avait cette impression de roues qui étaient vraiment... On ne pouvait plus les pousser à l'extérieur 1 millimètre de trop. Elles étaient absolument parfaites. Donc voilà, c'est ça que je recherchais. Je me rappelle d'ailleurs que j'ai eu quelques problèmes avec un directeur de l'ingénierie qui me dit, mais non, attendez, si on élargit la voiture, ça veut dire qu'elle aura des voies, c'est-à-dire la largeur entre les roues, qui sera encore plus grand que la Clio que l'on va bientôt sortir, la première Clio. Et je lui ai répondu, bon, du tac au tac, je lui ai dit, mais c'est pas parce qu'on s'est trompé sur la Clio, il faut le répéter sur cette voiture. Il me dit, oui, mais elle est en dessous. Je lui ai dit, non, mais
On ne va pas répéter 2 fois la même erreur. Et puis, il y a eu l'aventure de la face avant, et on a énormément peiné pour arriver à trouver une face avant. Et on arrivait proche de la réunion. Et j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais ou je ne faisais plus. Je faisais des inscriptions, mais je ne voulais pas le dessiner. Et en fait, j'ai fait un dessin qui est très proche de la voiture, voilà, et qui dégage cette impression d'un petit animal. Et donc, on a fait ce modelé. La fameuse réunion a eu lieu. À la fin de la réunion, la probabilité qu'on poursuive le projet était vraiment quasi nulle. Mais on a dit, bon, ben, on va aller voir la maquette. Donc, on descend, on soulève la bâche. Il y a un silence, puisque personne d'autre l'avait vu. Il faut savoir qu'au sein, ne serait-ce que de cette première réunion, il y a eu quelqu'un qui a eu des réactions très violentes sur l'aspect de ce véhicule. Et je dis au président, voilà, cette voiture, c'est pas, il faut la voir un petit peu comme un animal de compagnie. C'est une voiture, quand on rentre chez soi et il fait mauvais, il pleut, ou il fait trop froid, on la met sous le bras, on monte chez soi et on l'installe devant la cheminée. Et il a tout de suite souri, alors que les autres étaient persuadés, mais ce nouveau, il va être viré. Je veux dire, il ne va pas durer plus de 2-3 mois, quoi. Et en fait, Raymond Lévy a tout à fait compris. C'est-à-dire qu'il y avait un côté affectueux. La voiture lui a souri et il a répondu, il a fait un sourire aussi. Et c'est ça que vous avez apporté, c'est cette dimension imaginaire qui est tellement concrète en même temps. Et c'est tellement vrai parce que euh, j'ai eu plusieurs courriers avec Raymond Lévy parce que j'ai tellement apprécié la personne, mais je me rappelle d'une lettre que j'ai toujours, dans laquelle il dit votre Twingo, et il rajoute virgule, mais c'est aussi un peu ma Twingo. Et bien sûr que c'était beaucoup sa Twingo en fait, hein. Mais c'est lui qui l'a sauvé, hein. C'est pas, il y a eu un moment décisif où on a failli tout perdre. Il y a eu, bien entendu, comme à chaque fois, des recherches de marché, des tests de marketing, et les résultats, vus de ceux qui avaient commandité cette opération, étaient catastrophiques. Pourquoi? Eh bien, parce que 20% des gens qui avaient été interviewés, on réunit dans une salle, on mélange des voitures de série et des maquettes qui ont été rendues tellement hyper réalistes que c'est difficile de savoir si c'est une... Non, on a l'impression que c'est une vraie voiture. Et donc, on invite des gens et on leur demande de se prononcer sur à la fois les véhicules existants et puis ces nouveaux maquettes. Et sur cette maquette, donc, 20% des gens étaient totalement enthousiasmés. Je veux dire, non pas ils trouvaient ça pas mal, ils étaient enthousiasmés et s'exprimaient ainsi en disant ah ben moi j'attends que cette voiture sorte. 20%, c'est des gens qui disaient ouais j'aime bien mais j'aimerais pas être le premier dans la rue. Non. Je me rappelle un qui disait je pense pas que j'ai assez de courage, etc. Voilà. Et puis 50%, mais vraiment haïssaient le véhicule, trouvaient que c'était un affront, que c'était une caricature, que ça manquait de sérieux, que c'était un affront par rapport aux clients, qu'on ne les prenait pas au sérieux. Et donc, l'ensemble de ce groupe, c'était pas avec le président, hein, s'entend, mais l'ensemble de ce groupe me demande, on ne peut pas laisser les choses comme ça, il n'y a aucune chance qu'on va avoir le véhicule accepté, il faut changer le véhicule. Eux voyaient les 50% et moi je voyais les 20%. Parce que j'avais jamais rencontré 20% de gens autant motivés par un produit. Et j'argumentais, je dis, mais attendez, quelle est notre ambition sur le marché français ou même le marché européen? C'est quoi le pourcentage? C'est quoi la réussite? C'est quoi? C'est 3% du marché? C'est 4%? Pourquoi ne voir que la partie moitié vide de la bouteille de ces 50% alors que nous avons 20% de gens qui sont absolument enthousiastes? J'ai quitté la réunion où clairement je défendais ce produit, mais tout le monde me disait bon ben il va céder, hein, il va le faire puisque voilà bon. Et puis je suis parti en week-end dans le Midi, un petit peu comme un genre de pèlerinage ou je ne sais quoi. Et en revenant, j'ai décidé donc d'envoyer une note au président Lévy, puisque c'est bien avant les emails et l'électronique.
Et je lui dis, voilà, le plus grand danger pour l'entreprise, c'est de ne pas prendre de risques. Je vous demande de choisir entre un design instinctif et un marketing extinctif. Ce qui veut dire, le design instinctif, c'est tout ce que vous venez de développer, mais le marketing extinctif, ce serait exactement l'opposé. C'est l'opposé, c'est celui qui mène à développer une Renault 9 et une Renault 11. C'est-à-dire à non pas se baser sur ce que les gens adorent, mais c'est le choix de ne pas déplaire. J'ai toujours été pour plaire et non pas pour répondre aux gens pour ne pas déplaire. Ce que je comprends, c'est que votre design, il est basé sur un enthousiasme, une joie, Oui, et que le marketing que vous critiquez, il est basé sur une peur. c'est ça, exactement. J'envoie ma petite note et le président me la renvoie avec le mot mon cher directeur, comme ça qu'il m'appelait. Je suis tout à fait d'accord, on y va. C'est comme ça que, en fait, Raymond Lévy a mis de nouveau sur les rails Renault, puisque ça a été la première voiture qui vraiment revenait à ces voitures à vivre, ces voitures innovantes, et en plus dans un segment qui était le segment populaire. Donc c'était vraiment le parfait produit. Je reviens sur la bouille de la Twingo telle Mm. qu'elle a été vendue au public. C'est une bouille qui est super sympathique. Comment est-ce qu'on fait pour mettre de l'émotion? Comment est-ce qu'on met pour faire une voiture sympathique quand on est designer? Comment ça se passe? Quel genre de ligne, quel genre de trait est-ce qu'on privilégie? Alors dans l'automobile et pendant longtemps et même encore aujourd'hui, il y a un mot que je déteste, mais qui est utilisé de façon, je veux dire, très souvent utilisée, c'est la notion d'agressivité. Elle a un style agressif, des lignes agressives. Cette notion d'agression que personnellement, je déteste. Je refuse de rentrer dans cette démarche. Et donc, comme je l'avais décrit dans les premiers mots au président, je disais, c'est pas une voiture, hein, c'est un petit animal, c'est comme avoir un petit chien. Donc, ce que je voulais lui donner, c'est une bouille. Donc, je lui donne les yeux. Et tout de suite, on fait le lien entre les yeux, la petite bouche, etc. Il y a un côté légèrement joufflu, comme un poupon. On ne triche pas. Et je crois que c'est ça qui rend la voiture si sympathique. On s'associe avec cette voiture. C'est comme si, le mot est peut-être fort, mais c'est comme si vous vouliez lui donner une âme, vous Ah vouliez oui, lui donner un visage. complètement. J'aime bien la phrase de Gropius qui disait que le designer a pour mission d'insuffler une âme au produit né mort de la machine. Et c'est une des citations qui me hante et qui m'accompagne depuis des décennies. Je cherche en permanence à trouver une âme au produit. Par rapport à ce que vous dites, avec la globalisation des marchés, le fait qu'une voiture soit vendue sur les différents marchés de la planète et qu'elle doive répondre à des attentes supposées différentes ou contradictoires des marchés, j'ai l'impression qu'on perd cette idée de donner une âme aux voitures. Il me semble que les designs les plus intéressants, les plus forts, les plus intemporels, ce sont des designs culturellement marqués, qu'il soit japonais, qu'il soit européen ou qu'il soit américain. Absolument. Je crois que là, on est dans un contexte de voitures qui sont co-signées, mais ils sont co-signés par trop de personnes. On est dans un contexte de véhicules pour ne pas déplaire. On est dans un contexte d'une création où on regarde dans son rétroviseur, on regarde à côté, à droite et à gauche ce que font les autres. D'où l'idée courante que les voitures souvent se ressemblent. C'est vrai et c'est pas tout à fait vrai. Mais quand on regarde et qu'on remonte et on regarde dans les années, allez, on va dire des années 50, des années 60, Dieu, combien les voitures se ressemblaient. Hein. Elles étaient très proches les unes des autres. Et elles continuent. Alors, elles continuent. Alors, ce qui est de plus en plus frappant, c'est que comme il y a de plus en plus de voitures, le phénomène devient encore plus évident. Je ne pense pas que c'est bien pire que ça a pu l'être à un certain moment. Parmi vos activités en tant que chef designer de chez Renault, vous avez fait des concept cars. Ça sert à quoi de présenter au public des voitures qui ne seront pas
comme telle, en tout cas, produite en série? Moi, j'ai lancé le programme de concept car à l'époque où le temps entre la prise de décision sur un nouveau modèle et sa sortie, ça prenait très longtemps. Moi, j'étais frustré à l'idée que j'allais passer au moins 3 ans à parler de l'avenir sans avoir quoi que ce soit à montrer. L'idée de concept car, c'était de pouvoir illustrer la nouvelle philosophie, la nouvelle démarche de Renault en matière de design. C'est ainsi que les deux premiers concept cars que l'on a développés, ça a été un que j'avais appelé Minimax, qui est devenu Scénic, et puis un autre qui était un Roadster, qui a fait son chemin, puisque par la suite, c'est devenu le Speeder. Mais les concept cars, c'est en fait, c'est de démontrer les capacités de l'entreprise, c'est de le faire certainement avec énormément de liberté, et c'est de montrer sur un seul produit probablement 3 fois plus qu'on sait proposer. C'est un peu comme de la haute couture par rapport au prêt-à-porter. Il y a un concept car, le Scénic, qui a eu une influence énorme puisque ça a décidé l'entreprise de faire ce véhicule. Ce véhicule nous a permis de lancer un nouveau segment sur le marché et le succès a été gigantesque puisque à un certain moment, nous fabriquions 1900 véhicules par jour. C'est absolument incroyable. Et ça a renfloué les caisses de l'entreprise. Donc voilà, c'est certainement une possibilité, un potentiel de pouvoir montrer des nouveaux concepts, mais aussi de lancer des mouvements stylistiques qui, eux, bon, là, on est plutôt dans l'habit. Ça a été le cas d'un concept car que l'on a appelé Velsatis, qui était un très beau coupé, qui a été développé en fait pour marquer le centenaire de Renault. L'avant, on avait choisi de faire un véhicule monocore, hein, dans un seul volume avec un pare-brise en continuité avec le capot. Et puis à l'arrière, on a choisi un style flamboyant. On n'a absolument pas repris quoi que ce soit de l'époque de 1930, mais on a fait quelque chose qui aurait pu être imaginé à cette époque, quelque chose qui sortait franchement de l'ordinaire. Et en fait, ce véhicule a eu une très, très, très forte influence sur beaucoup de véhicules, puisque cette lunette arrière enveloppante, on la retrouve sur la deuxième génération de Mégane, mais aussi de Scénic. On va le retrouver plus tard sur Avantime, etc. Donc, c'est vrai que ce concept car a eu une très grosse influence. Et pourtant, enfin, le véhicule de série qui porte ce nom, vraiment, le design était pas réussi. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi? Premièrement, sachez que les concept cars avaient aussi un autre rôle qui était de pouvoir lancer un nouveau nom qui, à ce moment-là, était mis dans la bibliothèque de l'entreprise. Le parallèle existe aussi entre ce coupé Velsatis et la berline qui sort plus tard. Absolument aucun lien, absolument aucun en dehors du nom. Velsatis, la berline, est une voiture, je ne vais pas dire que c'est un squelette dans mon placard, mais c'est une voiture qui représente les échecs que j'ai vécus. Et toute ma carrière, elle s'est passée avec à la fois des succès et des échecs. Je pense que quand on prend des risques, eh bien, il y a une chance qu'on se trompe. Dans le cas présent, il faut savoir, au sein de l'entreprise, j'avais probablement créé pas mal de jaloux. Qui c'est ce mec qui arrive de l'étranger, bon, français certes, bon, mais quand même de l'étranger, il est pas né chez Renault. Maintenant, il dépend du président. Le président ne fait que de l'écouter. Il fait des réunions avec lui et deux ou trois autres personnes, mais personne autre est impliqué. Et il y a eu vraiment un genre de levée de bouclier. Et d'ailleurs, le président Schweitzer me l'a dit. Hein, il y a beaucoup de gens qui me disent que, bon, que je vous écoute trop, etc. Donc, on a eu cet échange. Et il est arrivé qu'au moment du changement où on devait, dans les plans de l'entreprise, renouveler le haut de gamme, à savoir remplacer Safran, moi j'avais, peut-être trop de ma propre initiative, lancé un concept car qui est un de mes concept cars favoris, qui est Initial.
Et Initial Paris, que nous avons présenté au concours de Louis Vuitton de Bagatelle, qui a gagné de nombreux prix, dont entre autres le prix de la ville de Turin, qui pour moi c'était un petit peu de, comment dirais-je, de vendre du sable en Arabie Saoudite. Donc c'est un véhicule qui a vraiment été beaucoup apprécié, et c'était le produit que je souhaitais être traduit dans une version un peu plus modeste, certes, puisque le maquette d'origine avait un moteur de Formule 1 quelque peu changé, donc on était dans un V10. Mais globalement, c'était la démarche d'une voiture extrêmement bien proportionnée. Et au début, le président était tout à fait partant, et nous avons commencé à développer une maquette pour le projet. Or, malheureusement, le projet a été stoppé et il y a eu une inversion de programme pour que le projet de remplacement de la Laguna soit inversé avec le haut de gamme. Et quand on a repris le projet 1 an et demi plus tard, eh bien, j'avais perdu beaucoup d'autorité au sein de l'entreprise. Ça a été passager, mais c'est la réalité. Et en fait, on m'a imposé un véhicule avec des proportions que je détestais. Voilà. Et Le Corbusier disait que les proportions, c'est ce qui fait sourire un objet. Et là, en fait, il faisait une grimace. Et quand vous dites ça, c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Moi, c'est quelque chose que j'ai Mm. ressenti et pourtant, je n'ai pas votre parcours de designer. Comment se fait-il qu'on puisse instinctivement saisir qu'un design ne fonctionne pas? C'est la répartition des masses. Sur ce véhicule, on avait fait une chose tout à fait positive, qui était la notion de développer le véhicule de l'intérieur vers l'extérieur, avec des sièges extraordinairement confortables, certes, mais en fait, la masse du véhicule à l'arrière, le montant, était très en retrait, avec un petit coffre qui en dépassait. Et on avait donc ce long avant comme un museau qui ressemblait à un genre je sais pas, un animal, vous savez, celui qui aspire les fourmis, là, j'ai oublié comment on appelle ça. Un tamanoir. Voilà, merci bien. Et avec cette masse lourde à l'arrière, et la voiture était, elle était mal dans sa peau, et c'était évident. Et je me suis battu contre ce projet jusqu'au moment du choix. Mais je suis très discipliné. À partir du moment où le choix a été pris par le président a donc rejeté mes commentaires, a favorisé ceux du directeur du produit. À partir de là, j'ai été le défenseur du projet, parce que c'était mon rôle. C'est une histoire, une malheureuse histoire. Et bien sûr, bon, à chaque fois, on m'en parle. Mais autant je trouve que l'intérieur est tout à fait réussi dans le moindre détail, autant l'extérieur, il est foncièrement mauvais. Ce que ça m'inspire, c'est que finalement, un design de voiture, c'est la résultante de situations particulières et puis d'un certain état de communication entre des humains. Et Bien sûr. ça me fait penser à cette question que j'ai envie de vous poser. Vous travaillez avec des créatifs, avec de grandes équipes. Comment est-ce que vous faites pour avoir une équipe créative? Et puis comment vous faites pour maintenir, surtout pour maintenir cette créativité dans le temps? Oh oui, parce que le design, en effet, c'est un travail d'équipe. Et j'ai toujours apprécié le propos de Enzo Ferrari, qui disait que l'équipe a remplacé le génie solitaire. Et je trouve ça tout à fait juste. Alors, l'équipe, la création de l'équipe, cette première partie de votre question, moi j'ai établi par expérience, par l'avoir vécu, euh, des critères que je considère étant ceux pour embaucher des membres de mon équipe, et je vais me limiter à l'activité du designer. Je dirais qu'il y a 4 grands critères, plus un que je vais ajouter, mais le premier, c'est la passion. Il faut avoir une passion. Il faut que l'on ait en face de soi des gens qui sont passionnés par le produit, qui sont passionnés par la démarche, qui ont envie, et ils ne sont pas là tout simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé de boulot autre part. Voilà, ça c'est clair.
Deuxièmement, moi j'insiste sur la capacité de dessiner. Pour moi, un designer qui ne dessine pas n'est pas un designer. Le dessin, c'est la capacité non pas de communiquer à d'autres personnes, mais c'est vraiment ce lien qui existe entre le cerveau et la main. On sait dessiner quand on ne réfléchit plus comment est-ce que je vais dessiner cet objet ou comment je vais… Voilà, cela vient automatiquement. Et ça ne se fait que si on dessine en permanence. J'adore cette idée que le dessin, c'est finalement le vecteur de son propre imaginaire. Oui, Et ce que je comprends bien, c'est que si on met trop de mots, si on conceptualise trop, on finit peut-être par le dénaturer. On n'est pas c'est très juste. exactement, on n'est pas Très juste. exactement connecté à son imaginaire. C'est très juste. Et juste avant que l'on se parle, j'ai envoyé un message à un designer où j'étais en train de lui décrire par écrit ce que je pensais qu'il serait bon de faire. Et j'ai terminé ma note en disant, mais je vais te dessiner ça pour que l'on puisse mieux échanger. Parce que le dessin, ça va au-delà des mots. Le dessin, c'est essentiel, mais les mots, c'est aussi essentiel pour avoir la confiance et pouvoir établir justement cet échange entre dessinateurs, entre designers. Tout à fait. Et par la suite, l'échange avec le reste de l'entreprise, de savoir quand même pouvoir vendre une idée, de pouvoir la promouvoir, de pouvoir convaincre les gens. Donc oui, il faut, alors je ne veux pas dire qu'il faut être un tribun, mais il faut quand même savoir proposer, présenter une idée. La troisième clé, c'est l'empathie, le fait de savoir se mettre à la place de quelqu'un, de se voir endosser ses souliers, de savoir observer, et non pas d'imposer une idée top-down, du haut vers le bas. C'est cette écoute permanente. C'est aussi d'avoir une écoute distante, d'écouter, mais de prendre ses distances, par contre d'observer. Et c'est ça, pour moi, l'empathie, c'est incontournable. On ne peut pas être un bon designer, à moins qu'on soit un artiste designer. Donc ça, c'est autre chose. On fait une lampe et certaines personnes vont adorer, d'autres vont trouver ça abominable. Mais un vrai designer, c'est quelqu'un qui a de l'empathie. Après, il y a bien sûr la capacité à travailler en groupe. C'est important de savoir travailler avec d'autres personnes, même si là-dessus, au sein d'une équipe, il faut avoir des bad boys ou bad girls. Pourquoi? Parce que autrement, si vous avez au sein d'une équipe une dizaine de personnes qui ont tous été embauchées à partir des mêmes critères, qui par la suite vont aller déjeuner ensemble au même endroit, vont s'influencer comment ils s'habillent, qu'est-ce qu'ils regardent au cinéma. Voilà, à un certain moment, on a ce phénomène qui s'assemble, se ressemble, et c'est un véritable danger. C'est un niveleur de créativité. Voilà. Donc, à chaque fois, il faut regarder d'un côté, mais c'est bien d'avoir quelqu'un qui va, somebody disruptive, quelqu'un qui va apporter une approche différente, qui va dire, bah, bon, je suis désolé, mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Et je trouve que ça, c'est très bien aussi. Je Voilà. voudrais vous faire une remarque Oui, tout de suite. Vous parlez de passion, vous parlez du talent pour dessiner, de l'empathie, de l'originalité, d'une personnalité qui oui. s'affirme. Ce sont des choses qu'on n'apprend pas, ça. Alors, on peut les développer, mais c'est vrai que la passion, où on a la passion, on l'a pas. Mais on peut, on peut contribuer à créer cette passion. Mais si elle n'est pas là, s'il n'y a pas d'étincelle, non, bien sûr. L'empathie, ben, on peut peut-être ouvrir les gens vers ça, mais c'est certain que si ça ne vient pas naturellement, ça sera jamais une réalité. Et puis, les gens peuvent s'améliorer à travailler à d'autres, mais si ça ne vient pas là aussi naturellement, ça ne marche pas, quoi. Je faisais remarquer ça parce que ça veut dire que pour vous, ces éléments finalement de la personnalité humaine, ça compte plus que le background ou comment dire la technicité Oui, professionnelle qu'on peut, j'imagine, toujours apprendre de oui, façon. oui, bien sûr, bien sûr. Et puis, bon, il y a le dernier élément, je disais 4 plus 1. Le 1, c'est le talent. C'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui sont passionnés et des gens qui savent merveilleusement dessiner, dessiner comme des dieux, avoir l'empathie, l'empathie
et être apprécié au sein d'un groupe. Mais si la personne n'a pas de talent, ça ne marche pas, quoi. Donc, il faut tout ça. Il faut tout ça. C'est pour ça que trouver un très bon designer, c'est pas facile. C'est pas facile. Et puis après, quand on a réuni cette équipe qui a toutes ces capacités, tous ces talents, il y a la prochaine phase qui est comment est-ce qu'on garde une équipe au plus haut niveau de ces talents. J'ai eu le grand plaisir d'avoir une longue discussion avec Steve Jobs sur le sujet, qui était venu à Paris pour un lancement de produits. Et puis il est venu me voir. Il faisait une tournée d'Europe et il a rencontré plusieurs centres de design en France. Et la question qu'il voulait discuter avec moi, c'était, j'embauche les meilleurs designers, je suis prêt à les payer largement au-delà du marché, mais comment est-ce que l'on garde une équipe au plus haut niveau? Moi, j'avais réfléchi à ce que j'ai déjà évoqué, le fait, ce danger, on embauche des gens de très haut niveau, mais après un certain temps, ils peuvent perdre leur créativité parce qu'ils ne sont pas challengés, parce qu'il n'y a pas de défi. Et je m'étais aperçu, je parlais avec un de nos designers, je lui disais, mais c'est intéressant ce que tu es en train de faire là, ça me fait un petit peu penser au design de Lovelace. Il me dit qui? Il dit, tu ne connais pas? Non, on va prendre un autre nom. Et donc je lui cite un autre designer. Et en fait, il ne connaissait pas, alors que c'était un excellent designer. Et je me suis aperçu que les designers automobiles, ils sont tellement obsédés par l'automobile qu'à un certain moment, ils ne regardent plus ce qui se passe à côté. Et donc, je me suis dit, il faut absolument que l'on aère nos designers. Et donc, on a créé une activité qui s'appelle donc Mission Tendance. En anglais, c'est Transmission. Et Transmission, c'est très proche de Transmission, transmission. Et l'idée était en fait de partir avec un groupe de designers et les amener. Alors, un premier temps, c'était au salon de Milan. Et tout ça avait été accompagné de vidéos. Donc, on faisait un genre de film. Et quand les designers, un groupe d'à peu près 6-7 designers, pas plus, sans qu'il y ait de hiérarchie présente, revenaient et ils faisaient aussi un debrief aux autres designers qui n'étaient pas partis. Ce qui était traité était tout à fait pertinent pour bien d'autres domaines que purement le monde du design, puisqu'on parlait de la vie, on parlait des centres de création, on parlait des domaines autres que l'automobile. Et donc, ce que je disais à Steve Jobs, que pour moi, ça a été la clé pour faire rentrer l'extérieur à l'intérieur dans un groupe qui avait eu cette tendance à vivre renfermé sur eux-mêmes, même si le niveau était très élevé. Votre carrière de designer, c'est vraiment, vous êtes vraiment sur la ligne. Vous faites passer l'extérieur à l'intérieur à l'extérieur. Vous Oui, êtes vraiment quelqu'un qui cherche à faire bouger les lignes, justement, que ce oui. soit aussi dans la manière de se représenter en interne, chez Mm. Renault en l'occurrence, le poids du design. C'est vraiment une façon de faire évoluer aussi les esprits. Oui, absolument. Toute ma carrière, elle a été associée à faire bouger les lignes, à faire accepter qu'il y avait d'autres réalités, qu'il n'y avait pas une seule vérité, et puis aussi de le construire avec d'autres. Je reviens à cette belle phrase de Enzo Ferrari, l'équipe a remplacé le génie solitaire. Je sais que vous avez acheté une Ferrari Hmm. et je voudrais vous demander comment décrire le plaisir de rouler dans une très belle voiture. Parce que quand on conduit une Ferrari, évidemment, on ne la voit pas puisqu'on est à l'intérieur. Même si parfois on peut passer devant une vitrine et puis par le reflet se rendre compte de l'objet derrière le volant duquel Ouais. on se trouve. Est-ce que ce n'est pas, est-ce qu'on n'est pas dans l'imaginaire Oui, bien quand on sûr. conduit une voiture de ce type? Oui, bien sûr. Alors, vous avez évoqué de se regarder dans les vitrines de magasins. Oui, bien sûr. Il y a aussi, bien entendu, de passer dans les tunnels et on baisse les vitres pour pouvoir mieux entendre le moteur. Petit péché Euh, mignon. oui, mais moi, ce que j'aimais, ce que j'aime beaucoup avec cette voiture, c'est, comment dirais-je, c'est le rêve associé, c'est de comprendre le fait que, par exemple, à l'époque, on ne démarrait pas en première, hein, on démarrait toujours en seconde jusqu'à ce que l'huile se réchauffe à l'intérieur de la boîte de vitesse. Et c'était à partir de là où on pouvait passer en première. Et c'était
le passage de la première en deuxième et en troisième, etc., on avait cette impression de précision que l'on retrouve nulle part ailleurs. C'est quoi ce rêve dans lequel on pénètre quand on se trouve lové au cœur d'une Ferrari, derrière le volant d'une Ferrari? C'est l'aboutissement d'un rêve, hein, puisque j'ai eu la chance d'en acheter une. Situation assez remarquable, parce que j'avais déjà pas mal économisé. Et puis, il s'avère que j'ai gagné un prix de la Fondation Raymond Loewy, qui était associé à une belle somme d'argent. Et j'ai mis tout ça ensemble et je me suis acheté cette voiture que j'adorais, que je souhaitais vraiment avoir. C'était quel Et modèle? alors, c'était une 328 GTB, mais absolument parfaite. Une très belle voiture, bien sûr, de Pininfarina, puisqu'à l'époque, c'était eux. Il y a cette relation, on est un petit peu comme dans un gant, hein, comme dans un gant de baseball, là, en cuir. Tout est à portée de main. J'ai eu ce plaisir, bon, j'ai gardé cette voiture pendant 6 ans, et ça a été un énorme plaisir. J'ai dû m'en séparer tout simplement parce que j'étais arrivé à un moment au sein de l'entreprise où je travaillais à la fois la semaine et le week-end, et donc je ne pouvais plus la sortir. Donc ça, c'était trop frustrant. Donc je l'ai vendue à un ami qui avait une berlinette alpine à 110 et puis un speeder. Donc j'ai trouvé que c'était une très belle famille de réunir ces trois voitures. Vous évoquez ce concours que vous avez remporté, organisé par la Fondation Lewy. Au moment où on vous appelle sur scène, on vous appelle Patrick Lequeman, l'homme qui a de la chance. Et quand vous, parce que évidemment pour un Anglais, je pense que ça se passait à Très Londres, difficile. pour un Anglais c'est très difficile de dire Lequeman. Mais Impossible. au-delà de ça, quand vous vous retournez sur votre vie, quelle est votre définition de la chance? Bien, je pense que la chance, c'est de déjouer la malchance. Il y a une partie, bien sûr, d'être l'homme du moment et qui arrive au bon moment, etc. Mais en dehors de ça, je pense que c'est de réunir les conditions pour déjouer la malchance. Mais oui, c'est vrai que quand la personne a dit Mr. Lucky Man, je me suis dit, ouais, c'est moi, quoi. C'est moi, j'ai eu une chance inouïe dans ma vie. Je vous ai posé beaucoup de questions. Est-ce Mhm. qu'il y a une question que vous souhaitez me poser? Est-ce que vous avez rencontré des designers qui, en fin de carrière, sont des hommes heureux ou femmes, des hommes ou des femmes heureux? Ceux que je connais sont plutôt au milieu de leur carrière ou au début de leur carrière, mais c'est vrai que vous posez une question qui me touche parce que je trouve que à la fin de sa carrière, on est comme une grande bibliothèque. Une Oui. bibliothèque de Ouais, relations, une bibliothèque de mémoire, une bibliothèque de projets aussi. ouais, ouais. Et moi, ça résonne beaucoup avec ce que je cherche, c'est-à-dire avoir une conversation ouverte qui soit inspirante, que je puisse partager avec tous ceux qui écoutent. Très bien, mais c'est une bonne réponse. Dernier moment de Oui, l'entretien, je l'appelle le moment de solitude. oui. Je vais sortir de la pièce où je me trouve. Je vais vous laisser, s'il vous plaît, ajouter ce que vous voulez à cet entretien. L'idée, c'est que vous ayez le dernier mot. Alors moi, je voulais juste vous faire une remarque, c'est que de vous dire que j'ai vraiment apprécié cette interview, qui est très différente de la plupart que je donne et que je continue à donner de façon presque régulière. Euh, Parce que on a parlé bien sûr de choses très concrètes, mais on a aussi parlé de la partie plus soft, de la partie humaine, et qui est, moi je suis quelqu'un d'émotif, même si je me suis formé pour être un poker face, mais c'est pas du tout moi. Et bon, par exemple, je vais pas au cinéma parce qu'au cinéma je pleure. Et ce que j'ai aimé dans vos questions et là où vous avez mené la discussion, c'est que j'ai pu parler de choses qui me touchent, moi, qui me touchent au cœur, et non pas uniquement des questions techniques. Donc voilà, je voulais vous remercier pour ça. Merci Patrick d'avoir partagé votre histoire dans Sounds Like Portraits, musique Charmeuse de Serpent, composée et dirigée par Olivier Glisson. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de visiter soundslikeportraits.com et de vous abonner sur iTunes, Spotify, Stitcher ou Google Podcast. Merci. C'était Philippe Ingard. À bientôt.